Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique flash de Stronghold 3, Katsuka, Tokyo Café. Mais tout de suite, c'est les news. Vous vous souvenez de ce jeu, Trials HD? Une petite merveille de gameplay sortie dans le cadre du Summer of Arcade 2009 de la Xbox 360? Un jeu de motocross en 2,5D où l'on devait gérer physiquement moto et pilote lors d'épreuves dans des terrains plus accidentés les uns que les autres, avec nécessité d'exécuter des loopings et de gérer son accélération avec une finesse tout bonnement hallucinante? C'est simple, après 3 minutes de jeu, il était tout bonnement impossible de lâcher le paddle. Eh bien, le studio finlandais responsable de son développement, Red Lynx, vient tout juste d'être racheté par Ubisoft. Créé il y a plus de 10 ans, en 2000, Red Lynx ne s'est pas contenté de sortir Trials HD et ses DLC pour se spécialiser dans les jeux dématérialisés sur PC, console, mais aussi smartphone et tablette tactile. On leur doit ainsi le récent Draw Race 2, téléchargeable depuis septembre dernier sur iPhone et iPad. Ubisoft a annoncé vouloir investir sur la série Trials, dont le prochain volet, Trials Evolution, ne devrait d'ailleurs pas trop tarder sur Xbox Live Arcade et qui comprendra une option multijoueur locale et online. L'éditeur français se positionne donc plus que jamais sur le marché du jeu dématérialisé, après ses récentes annonces sur les plateformes iOS, mais également l'édition récente de plusieurs jeux sur PSN et XBLA, tels que From Dust et Outland. Before their world destroys ours. On vous avait déjà parlé de Présentation des légendes, le premier DLC de NBA 2K12 qui sortira en fin d'année. Comme son nom l'indique, ce contenu téléchargeable mettra en scène des joueurs qui ont marqué l'histoire du basket dans de tout nouveaux modes de jeu. On savait déjà que les Jordan, les Larry Bird et autres Magic Johnson seraient de la partie, mais 2K vient d'annoncer la présence surprise de plus de 45 nouveaux joueurs qui porteront pour l'occasion les maillots de leur époque. Avec cette petite cinquantaine de nouvelles têtes, le total des joueurs disponibles dans Présentation des légendes s'élèvera à 330, de quoi passer un bon bout de temps à décider une bonne fois pour toutes qui est le meilleur basketteur de tous les temps. Après l'improbable Phoenix Wright, c'est au tour de Frank West de faire son apparition dans la prochaine version de Marvel vs Capcom 3. Équipé de son éternel appareil photo, le reporter chasseur de zombies pourra aveugler ses ennemis en les flashant. Il disposera aussi de toute une série d'armes de fortune récupérées dans le centre commercial de Willamette. Ceux qui ont joué à Dead Rising auront donc le plaisir de reconnaître la batte de baseball, le caddie et bien sûr la tronçonneuse. Côté Marvel, c'est un personnage un peu moins connu qui vient s'ajouter au roster. Voici le premier trailer mettant en scène Rocket Raccoon, le raton laveur de l'espace. Ne vous fiez pas à son air mignon et gentillet, cet animal à l'intelligence humaine est armé jusqu'aux dents et son arsenal n'a rien à envier aux autres combattants de Marvel vs Capcom. Player one wins. That's for letting them mess up Raccoon City, you wanker! Aujourd'hui, dans ce 101%, j'avais envie de vous parler des Schtroumpfs. Et non pas de Tintin, des Schtroumpfs. Pourquoi? Parce que déjà, j'aime aller à contre-courant de la mode. Ça, c'est moi. Et ensuite, je préfère les Schtroumpfs à Tintin. Et j'avais envie de comprendre comment les Américains en étaient venus à faire un film sur les Schtroumpfs. Parce que finalement, des bandes dessinées franco-belges qui sont arrivées jusqu'aux États-Unis et qui sont célèbres là-bas, il n'y en a pas 12 000. Même Astérix, aux États-Unis, c'est pas hyper connu. Mais Tintin, maintenant, va devenir célèbre là-bas, grâce aux deux producteurs qu'on connaît. Mais les Schtroumpfs sont célèbres aux États-Unis depuis très longtemps. Alors j'explique déjà comment ont été inventés les Schtroumpfs. C'est Peyo qui est à table avec Franquin. Franquin veut la salière et dit à Peyo: passe-moi le Schtroumpf. Et là, Peyo et Franquin sont morts de rire. Et pendant toute la journée, ils passent tout leur temps à faire: ah oui, ça c'est un Schtroumpf. Et ah, Schtroumpf-moi ça. Et Schtroumpf-moi ça. Et même, ils continuent à faire ça au téléphone pendant plusieurs jours. Et à ce moment-là, Peyo est en train de travailler sur Johan et Pierre-Louis. La flûte, je ne me rappelle plus, parce qu'après ça s'est appelé la flûte à six schtroumpfs. Non, ça s'est appelé la flûte à six schtroumpfs après. Ah, la flûte enchantée? C'est la flûte enchantée, je crois. Et en fait, après, ils ont appelé ça la flûte à six schtroumpfs parce que les schtroumpfs sont devenus plus célèbres que Johan et Pierre-Louis. Et il s'est dit: j'ai besoin de petits lutins à l'intérieur. Et il s'est dit: et si il parlait en schtroumpfant? Et c'est venu de là, les schtroumpfs. Pour lancer la série, Spirou s'est dit, le magazine Spirou s'est dit, ça serait bien qu'on ait des petits personnages en jouets. Et donc, il fabrique un Schtroumpf noir, le grand Schtroumpf et un Schtroumpf classique. Et en fait, ces jouets-là,
ces 3 jouets étaient le départ d'un merchandising de fou. Parce que à partir du moment où Spirou a fait ses petits jouets, dans le monde, il n'est jamais, il a fabriqué des schtroumpfs toutes les heures, un truc de fou. Ça s'est vendu grave. Et en fait, aux États-Unis, les jouets sont arrivés dans les boutiques alors qu'il n'y avait pas les bandes dessinées, il n'y avait rien des schtroumpfs. C'est juste les jouets qui ont plu à un marchand américain. Il les a vendus et un jour, il y a un mec d'Hanna-Barbera qui est allé acheter pour sa filleule ou je ne sais quoi, une peluche. Et il s'est dit, tiens, c'est joli ça, c'était une peluche schtroumpf. Et il s'est dit, ça serait vachement bien un dessin animé. Et de là, Hanna-Barbera a acheté les droits. Mais on en parlera après la critique flash. Sorti il y a pile poil 10 ans, Stronghold mélangeait gestion et stratégie en temps réel, le tout dans un contexte médiéval. Vous aviez le choix entre gérer la vie de votre château en bon seigneur, ou bien d'en assiéger un avec vos archers et vos catapultes. La qualité des campagnes et le mode multijoueur bien rodé firent de cette surprise un des meilleurs RTS de son époque. Ces suites n'eurent pas le même impact, même si Stronghold 2 et Crusaders étaient plutôt bons, les 2 dernières itérations, Legend et Crusaders Extreme, marquèrent par leur faible qualité. C'est donc avec curiosité, méfiance et espoir que nous attendions Stronghold 3. Pas de surprise au rendez-vous, Stronghold 3 enchaîne les faux pas et reste fidèle aux derniers épisodes en perpétuant leur médiocrité. Cela commence dès les premières minutes de jeu où l'on s'aperçoit qu'il est impossible de remapper son clavier, c'est-à-dire décider de la touche associée à telle ou telle action. Et quand on se rend compte que les commandes ont été conçues pour un clavier QWERTY, alors que nous n'utilisons que des AZERTY en France, l'envie de retourner jouer aux précédents épisodes se fait sentir. On tente tant bien que mal de jouer uniquement avec les flèches directionnelles et la souris, bien qu'il soit extrêmement désagréable de n'avoir aucun raccourci dans un RTS. On lance la première mission d'une des 2 campagnes au scénario convenu, à base de guerre et de reconstruction de pays, et on persévère. On tente de s'amuser malgré la maniabilité pitoyable et la mise en scène inexistante, les seules cinématiques auxquelles nous aurons droit étant une succession d'images fixes en noir et blanc. Les éclaireurs ennemis ont découvert votre campement. Et le chacal marche à vive allure sur votre position. Les graphismes ne relèvent pas le niveau, la direction artistique étant convenue et la technique correcte pour un jeu d'il y a 5 ans. Au bout de 2 minutes, un nouvel obstacle à notre plaisir pointe le bout de son nez, l'intelligence artificielle. En effet, les ennemis sont aussi futés que des lampes à huile. Ils ne vous voient que si vous les voyez. Ils foncent sur vous lorsqu'ils sont seuls, alors que vous avez une vingtaine d'hommes sous vos ordres. Bref, ils sont stupides. Les combats offrent tout de même un semblant de challenge malgré le manque de jugeote de vos opposants. Mais cela tient uniquement au fait qu'il faut cliquer avec la précision d'un Guillaume Tell sur la cible pour l'attaquer. Et rien de dramatique pour les soldats, par contre si vous envoyez malencontreusement vos archers au corps à corps, ils ne tiendront pas 10 secondes. Heureusement, l'aspect gestion relève le niveau faiblard du titre. Ne vous attendez pas à de grosses nouveautés, vous ne trouverez que des éléments ayant fait leur preuve dans les précédents Stronghold ou la série Anno. Administration des colons, de leur morale, des ressources, des impôts, etc. La gestion de ces paramètres est suffisamment poussée pour qu'on s'y intéresse, mais pas assez pour nous empêcher de regretter d'autres jeux plus riches. Notre priorité est de nous approvisionner en ressources, mais nous devons également recruter de nouveaux soldats et retrouver nos guerriers égarés. Détruire un château adverse offre également sa petite dose de fun, malgré la physique de l'ensemble peu convaincante. Côté contenu, Stronghold 3 fait encore une fois peine à voir. À part les 2 campagnes mêlant stratégie et gestion, vous pourrez prendre part à quelques sièges historiques, que ce soit en attaquant ou en défendant. Vous aurez aussi le droit à un mode construction libre, où il sera possible de jouer comme bon vous semble. Mais peu importe le mode de jeu, le constat est le même, la maniabilité catastrophique, le faible nombre d'unités contrôlables et l'IA ridicule rend l'ensemble désagréable à jouer, banal dans le meilleur des cas. Quant au mode multijoueur, il ne fait même pas le minimum syndical. Alors que le premier Stronghold accueillait sans peine 8 joueurs dans une même bataille, on ne peut ici jouer qu'à 4. La petite cerise sur ce gâteau indigeste, c'est la finition à la moissonneuse-batteuse. Quand le menu de sauvegarde comporte une série de petits rectangles à la place de lettres, c'est qu'il y a un problème quelque part. On ne peut même pas tabler sur un prochain patch pour relever le niveau de ce jeu au faible contenu, classique de surcroît. Si vous êtes vraiment en manque de STR, vous n'avez qu'à acheter les DLC de Shogun 2, moins chers et plus fournis. Ou alors réinstaller le tout premier Stronghold, histoire de se rappeler du bon vieux temps. Hanna-Barbera achète les droits à Peyo, mais Peyo a un droit de regard, c'est sa série, quoi. Et donc, mais alors au début, les Américains lui proposent des trucs hallucinants, genre, est-ce qu'on pourrait pas mettre une couleur différente pour chaque schtroumpf? Et là, Peyo fait, bah non, non. Non, mais parce que ça serait la pluralité des couleurs, voilà, parce que tous bleus quand même, tout ça. Puis le grand schtroumpf avec le chapeau rouge, oui, parce que les schtroumpfs ont été pendant
très longtemps taxé de communisme. Parce que le grand Schtroumpf, ils sont tous ensemble dans le même village et tout ça. Peyo a toujours réfuté ce truc-là, mais bon. Enfin voilà, donc les Américains, ça leur plaisait pas trop. Et surtout, la première aventure des Schtroumpfs, il y avait des Schtroumpfs noirs. Et là, ils ont fait, ah ouais, mais attendez, noirs comme ça pourrait être pris du racisme et tout ça, machin, et on pourrait pas Oui, les parce faire que les violer. Schtroumpfs noirs, ils sont méchants. Et les Schtroumpfs noirs Il y sont aurait pas de méchants. problème s'ils étaient gentils. C'est vrai. Parce que bon, tout le monde connaît, non? Le premier album des Schtroumpfs. Il y a des gens qui ont moins de 20 ans qui regardent nos lives. Mais il faut lire les Schtroumpfs. On pourrait croire que c'est pour les enfants, mais il faut lire les Schtroumpfs. Schtroumpf vert et vert Schtroumpf est un album de BD, mais fabuleux. Le Schtroumpfissime Le aussi. Schtroumpfissime. Où justement, là, on voit que... Bon, d'accord, il n'était pas de droite. Mais il n'était pas forcément communiste. En tout cas, il était Peyo. contre la dictature. Contre la dictature. Il y a de très très beaux albums. Le Cosmo Schtroumpf est super beau aussi. Il faut lire les Schtroumpfs. Et donc, Hanna-Barbera arrive à s'arranger avec Peyo. Ils sortent en 1981, pour la première fois, le dessin animé Les Schtroumpfs. Celui que vous avez vu dans le Club Dorothée quand vous étiez enfant, ou pas. Et à partir de ce moment-là, T'es sûr que c'est passé dans le Club d'eau? Parce que c'est passé d'abord le dans samedi le dans le Club et d'eau, après c'est sur la 5 et sur la 2. Ah, peut-être. Je crois que le Récré Club 2, d'eau la leur 5. passait. Ah, ils l'ont peut-être récupéré à la fin. Peut-être. Bon, Mais c'était effectivement, d'abord c'est la Récré 5, 2. ça c'est sûr. Ça c'est sûr, la 5, ça Et c'est puis sûr. d'abord Récré 2. Récré 2 avec Dorothée qui chantait. Ouais. À partir de 1981, toutes les semaines aux États-Unis, c'est fait 90 minutes d'épisodes des Schtroumpfs. De 1981 à 1989, 90 minutes d'épisodes par semaine. Il remportait 41%. Alors, excuse-moi, t'as dit par jour, et maintenant tu dis par semaine, pardon, par semaine. J'ai dit par jour? Je suis un connard. Par semaine, 41% en 1981 des parts de marché, plus que Dallas. De 81 à 89, les scénaristes se sont épuisés. Il y a un Américain qui a dit, on ouvrait les pages jaunes, au bout d'un moment, et on cherchait des métiers pour inventer des nouveaux Schtroumpfs. Et au bout d'un moment, on était fatigués, on n'en pouvait plus, et on a demandé à ce que la série s'arrête. Et on en parlera juste après Katsuka. Salut à tous. Cette semaine dans Katsuka, pas mal d'hommages à des classiques comme Tintin, Frankenstein ou même Richard Wagner. Mais avant ça, les news. L'éditeur français Hugues Menin propose demain en librairie un artbook intitulé Pixar 25 ans d'art et d'animation. Cet ouvrage de 320 pages a été développé par Hamid Hamidi avec une préface de John Lasseter. Si vous êtes sur Paris lundi prochain, ne ratez pas l'avant-première française de La Colline aux Coquelicots à l'UGC des Halles. Il s'agit du nouveau film du studio Ghibli réalisé par Miyazaki Goro qui sera présent lors de la séance. Sortie officielle le 4 janvier prochain. Voici la chouette bande-annonce de Théotle, une bande dessinée de Milady et Tot, disponible en librairie chez Ankama Éditions. Siegfried est une bande dessinée d'Alex Alice dont le troisième et dernier tome paraît demain chez Dargaud.
Une œuvre d'heroic fantasy librement adaptée de la légende des Nibelungen qui a inspiré Richard Wagner pour un de ses fameux opéras. Et c'est d'ailleurs sur cette musique que le Siegfried d'Alex Alice a pour la première fois pris vie. En effet, un pilote que vous allez voir a été produit en 2004 chez Bibo Film. À l'époque, l'artiste avait et a toujours envie d'en faire un film. Espérons qu'il y arrive un jour. The Gauper est un petit hommage à Frankenstein et autres vieux films d'horreur en noir et blanc. Réalisé par Seth Watkins chez A Large Evil Corporation, ce petit clin d'œil en 3D est assez réussi puisqu'on a presque l'impression de voir de bonnes vieilles marionnettes.
enfin, puisque tout le monde parle de Tintin, regardez donc ce faux générique posté quelques jours avant la sortie du film. Un hommage créé par l'artiste anglais James Curran qui retrace de manière originale et stylisée les différents albums de l'œuvre d'Hergé. Et figurez-vous que Spielberg lui-même a tellement aimé cette vidéo qu'il a invité James à l'avant-première et lui a même proposé un job sur son prochain film. Comme on a pu le lire sur le compte Twitter d'Edgar Wright, co-scénariste du film. Voilà, voilou, à dans 15 jours. Alors j'ai plein d'autres choses à dire sur les Schtroumpfs, mais il y a une info que j'ai trouvé vraiment cool, c'est Paul Winchell. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur, mais en fait Paul Winchell était la voix américaine de Gargamel. C'est un acteur, mais c'est un acteur qui est célèbre aussi pour, attention, à ses heures perdues, il a conçu le premier cœur artificiel. Puis, après, il est devenu extrêmement célèbre aux États-Unis en tant que ventriloque, c'est-à-dire qu'il avait des poupées en bois qui faisaient bouger. Puis, il a déposé des dizaines de brevets pour des rasoirs jetables, un dégireur de plasma ou encore des gants chauffants à pile. Allez découvrir cet homme, Paul Winchell, qui est juste fabuleux. Maintenant, c'est Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. Nico Fare からニコニコ動画本社に移動してまいりました。ニコニコ動画本社の3階にはショップがあるんです。どんなものがあるのかな。やっぱね、こうニコニコ動画っていうそういう、ね、会社さんにグッズのショップがあるっていうのがすごいですね。これはニコニコ動画のニコニコテレビちゃんです。あ、みんな聞こえますでしょうか。 BGM を初音ミクかかってます。さすがですね。歌ってみ、もうニコニコ動画ならではの歌ってみたここでしか買えないグッズもね、多分いっぱいあると思うんですよ。初音ミク人気ですね。さあ、チェックチェック。これかわいいですね。ソースかけてみた。面白い。食品も売ってるんですね。いかがでしょうか皆さん。靴下ニコニコテレビちゃんはなんでニコニコにしないんでしょうかね。あ、ニコニコテレビちゃんをニコニコさせるんじゃないですかね。違うかしら。お箸、日本っぽいお箸売ってます。さあ、こっちお菓子売ってますよ。これニコニコ動画のお菓子ですね。ちょっと美味しそうですね。食べたいよ。いちごチョコ餅。私もいっぱいになっちゃう。あ、これテレビちゃんと2万5。そうなんですよ。大きいニコニコテレビちゃんもあります。ショップはね、いつ来ても楽しいですね。女の子にはシュシュだったりつけまつげなんかも売ってます。これね、つけまつげでおしゃれをしてニコニコ動画に自分の動画をアップするのなんていいんじゃないですかね。あとね、もうやっぱりオタクにとっては必需品、マウスパッドね、缶バッジもいっぱい可愛いのがキュートですね。これあれですね、星座になってるので自分の星座をつけるといいですね。私は天秤座なのでこれですね。なぜニコニコ動画でこう初音ミクちゃんが人気だったりとかするんですか？
どんな関係があるんでしょうか？もともと初音ミクが、話題になった時に、その時にちょうど、ニコニコ動画にそれをよくアップされてるというか、もうちょっと詳しく話すとですね、ちょっと話長くなっちゃっても大丈夫ですか？ニコニコ動画の場合は権利物の映像を、一時すごく精査したというかですね、削除しちゃったんですよね。例えば他の動画サイトさんとかだと一番見られてる動画ってやっぱり、有名ミュージシャンの PV であったりとか、あるいは、ドラマですよね。テレビで流れてるドラマとか映画とかがそのまま上がっているものがランキング上位だったんですけど、ニコニコ動画の場合はそれをなんとかせえと言われてですね、それで一斉削除したんですよ。その結果そういった権利ものではないこういった初音ミクさんとか、あるいは、その他のボーカロイドを、元に作られたユーザーが自分たちで作ったものっていうのがランキング上位に上がるようになったんですよね。でそれで、もちろんその動画を上げる投稿主さんですね、ボカロ P さんとか、作ってる人とかに関して、してみれば自分が作ったものっていうのはより注目を集めるサイトで上げたいっていうようなモチベーションが、出てくると思うんですけど、それでニコニコ動画がこういったボーカロイドとかの楽曲が中心にたくさん上がるようになったっていうような歴史があります。なるほど。歌ってみたっていうのをちょっと教えてください。何でしょう？もうそうですね、既存の楽曲っていうのを、歌が好きな歌を歌うのが好きなユーザーさんが自分で歌ってみたっていうところから、そのネーミングが始まってるんですけど、そうですね、今のニコニコ動画の歌ってみたのジャンルでは主にボーカロイドの楽曲であったりアニメの楽曲であったりを、いろんな人が自分で歌ってカラオケですね、歌ってそれを上げているっていうような状況になってます。はい、今3階はショップでした。2階に行きますと、なんとですね、ニコニコ動画のカフェがあるそうなので、サクサクっと皆さんにカフェを紹介したいと思います。こちらですね、ちょっとね、お客さんが食べてらっしゃるサラサラっとサクサクっとこんな感じで、ちょっとね、素敵なおしゃれなカフェです。おー、すごいですね。実はですね、ニコニコ動画ここでですね、生放送をやったりで、今生放送してますね。生放送してますよ。こんにちは。今いきなり言って大丈夫ですか？いいですか？こんにちは。フランスのケーブルチャンネルです。それはこれフランスで放送されます。はい。フランス語言えるよ。どうぞ。ボンジュール。ニコニコ動画の魅力って何ですか？魅力、ラジオとは違ってコメントがすぐ返ってくるので、すごいいろんなところの人と会話ができる。今までじゃあニコニコ動画、もう放送何回目ぐらいなんですか？1年経ってます。ベテランさんですね。ベテランさんですね。そんなにベテランじゃないです。今までやってて一番嬉しかった思い出は？嬉しかった思い出は誕生日とかことあるごとにみんなにおめでとうって言ってもらったりできることですね。あとは私の好きな生主さんが逆に来てくれてるとか。なるほど。じゃあ一番最悪な思い出を。最悪な思い出ですか？特定ですね。住所とか名前と本名とか全部特定されたりするのはちょっと嫌ですね。されたことあるんですね。ありますね。2回くらいあります。私もちょっと職場に来てとかっていうのもあるので、それは嫌ですけど。楽しかったです。ありがとうございます。とね、こんな感じでですね、喫茶店の中で生放送、こうね、ここにもニコニコテレビちゃんがいます。ニコニコテレビちゃんは食べられません。ソファーにはニコニコテレビちゃんのクッションが置かれていて可愛いですね。これまるでニコニコテレビちゃんがくつろいでいるかのように見えます。本当におしゃれなカフェです。みんなも原宿で遊んで疲れたらここに来てお茶を飲みながら放送を見たりなんかできますね。なんと1階はですね、ニコニコ動画のスタジオになっています。本物のスタジオですね。ちょっとね、お邪魔にならないようにサクッと突撃したいと思います。こんな感じで、ここでですね、いつもニコニコ動画の本放送がされてるんですね。みんなも好き勝手書いてますね。いいですね。私もなんか書こうかな。イエーイ。ニコニコテレビちゃんはどうしてニコニコしてないんですか？
なんでですかね初めて聞かれたなそれ。 Nous avons donc pu voir un film des Schtroumpfs aux États-Unis parce que pendant 9 ans, tous les samedis matins, les petits Américains pouvaient suivre les aventures des Schtroumpfs. Ils ont même là-bas des personnages, ils ont inventé des personnages, les Américains ont inventé des personnages qui sont venus rejoindre les rangs des personnages de la bande dessinée. Par exemple, les petits Schtroumpfs ont été inventés dans le dessin animé. Certains personnages ont été influencés par le dessin animé américain. C'est une culture du Schtroumpf qui nous vient des États-Unis. C'est-à-dire que là-bas, ils ont leur propre culture des Schtroumpfs. Voilà pourquoi on a eu le film. Tout ce que D'ailleurs, ils j'ai... n'ont pas le même nom là-bas. Les Smurfs. Les Smurfs. Oui, enfin, il y a la danse et tout ça, machin, il y a tout le truc de la danse. Mais je connais pas trop l'histoire. Je crois que Smurf, il y a eu une erreur. Ça veut dire chaussette ou je sais pas quoi. Il y a eu une couille en Allemagne. Enfin, je sais pas trop. Et j'arrive pas à savoir si la danse vient du nom les Smurfs ou si les Smurfs vient du nom de la danse. Bah en fait, non. La danse a été appelée à cause des Schtroumpfs, mais c'est une erreur. Voilà. Faut aller sur. Je l'ai vu sur Wikipédia, ils expliquent. Allez sur le Smurf Wikipédia, c'est expliqué. En tout cas, tout ce que j'ai appris sur les Schtroumpfs et bien plus encore se trouve dans l'encyclopédie des Schtroumpfs, écrite par Matt Murray. C'est une petite encyclopédie qui est sortie et c'est trop bien parce qu'à l'intérieur, vous avez des cellulos des Schtroumpfs, vous avez la première affiche de la flûte à six Schtroumpfs. Il y a plein de petites choses. C'est vraiment une belle bande dessinée. Ça va être le coup de cœur de Road Strip. Je mélange toutes mes émissions, je dirais jamais sur autant, pas du tout. Et voilà, allez découvrir cette bande dessinée, enfin cette encyclopédie, c'est vraiment, vraiment cool. Je répète, encyclopédie des Schtroumpfs de Matt Murray. Et bah à bientôt, au revoir. T'aurais pu schtroumpfer un peu pour la fin. Ah, tu veux que je schtroumpfe? Bah je vous schtroumpfe. Et à bientôt. Et n'oubliez pas, on dit un tire-bouche-trompe. Non, un schtroumpf-bouchon. Ah bah non.